Qu'est-ce qu'il a été chargé en sortie ce mois de juin? Mais genre, il y avait vraiment beaucoup trop de films. Donc, je m'excuse d'avance, il va en manquer plein dans ce rattrapage. Je sais qu'on en a déjà pas mal chroniqué sur la chaîne, mais vraiment, il va en manquer. Et même moi, j'en suis un peu triste parce qu'il y avait quelques films qui me titillaient à gauche et à droite. Mais bon, malgré tout cela, passons en revue les quelques films que nous avons loupés durant ce mois de juin 2023. Lorsque l'on pense comédie romantique, on imagine forcément un énorme paquet de clichés entassés les uns sur les autres. C'est malheureux, mais le genre est ainsi fait que l'on a forcément l'impression qu'il faut que celui-ci soit jalonné constamment de bons sentiments, de facilité, de stéréotypes, d'éléments plus convenus et faciles les uns que les autres, donnant cette impression que l'on est face à l'objet le plus optimisé possible du cinéma pour jouer avec nos émotions. Jim Strouse nous offre le plus bel archétype possible dans le genre en nous proposant cette rom-com poussive et abusive dans ses effets dramatiques et émotionnels pour un moment de cinéma qui reste assez plaisant par moments, mais qui n'en ressort pas moins comme le plus bel exemple de ce qui se fait dans le genre pour TF1 en pleine période de Noël pour nous émouvoir et nous toucher lorsque l'on est la cible, soit le plus souvent la ménagère de moins de 50 ans. Après, le duo formé par Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan fonctionne sans être renversant, mais il reste la présence surréaliste de Céline Dion au cœur de ce métrage sonnant comme complètement à côté de la plaque, mais comme l'élément drôle de l'ensemble par excellence. Un cliché ambulant, mais qui bizarrement fait parfois le taf. Il y a des cinéastes dont le style ne change pas et reste presque à l'identique au fur et à mesure que l'on avance dans sa filmographie. Comme évoqué par le passé, ces auteurs ont tendance à se satisfaire de peu, à aimer la répétition, la facilité, la convenance de refaire le même travail à la chaîne, non pas par flemme la plupart du temps, mais simplement parce qu'ils sont fiers de leur travail et qu'ils estiment que l'ensemble n'a pas besoin de refonte. Bruno Podalides est à cette image avec son nouveau long métrage, une comédie amusante et assez divertissante dans l'instant, mais qui à peine terminée sonne comme vite oubliable, voire même beaucoup trop sommaire et gentille pour détonner dans le genre, ne sonnant pas comme à la hauteur de ce que le metteur en scène a pu livrer par le passé, même lorsqu'il est en sous-régime, donc en un sens, c'est bien, mais on pouvait en attendre juste un tout petit peu plus. Et même s'il est drôle, et que Karine Viard porte à merveille le film avec lui, on a l'impression que le trop-plein d'acteurs du long métrage plombe parfois un peu l'immersion que l'on peut avoir au sein de cette œuvre. C'est mignon, mais alors clairement rien de plus. La comédie française est parfois, entre grosses guillemets, sympathique dans ses clichés. On ne va pas se mentir, c'est quand même souvent que l'on constate que les auteurs français ne cherchent pas plus que cela à apporter une véritable créativité à leurs œuvres, et se contentent presque simplement d'emmener leur long métrage dans une direction balisée, quitte à clairement flirter avec la facilité dans le genre. Isabelle Mergo, qui n'avait pas réalisé depuis un bon moment, nous offre une comédie qui lui ressemble, qui n'est clairement pas fine, subtile ou même simplement élégante, qui sonne comme un gros tracteur au milieu d'une 4 voies, mais qui amuse par moments dans l'envie de nous emporter dans son duo loufoque et décalé. Mais il reste que cela est facile, convenu, emmené par des protagonistes secondaires mal développés et mal amenés, n'aidant pas à notre immersion dans un objet de cinéma sonnant comme du vu et revu dans son genre. Après le surprenant duo que forment Lambert Wilson et Josiane Balasco, amuse par le décalage des deux acteurs et une certaine forme d'ironie qui permet à ce surprenant choix de tenir à peu près la route, sans révolutionner grand chose dans le genre non plus. C'est oubliable, mais par moments c'est divertissant. Le genre de l'action est clairement très sous-représenté en France. Il est donc amusant de voir des auteurs, des acteurs et des réalisateurs s'essayer à celui-ci pour nous proposer un divertissement différent, jouer avec des attentes que l'on peut avoir de leur part et de la part du genre qu'ils convoquent, comme ici le choix surprenant de nous offrir une comédie d'action à la française. Franck Gastambide prouve avec ce film qu'il est un auteur aimant jouer avec nous, nous embarquer dans un moment de cinéma qui se veut tout aussi divertissant que finalement très beauf et très cliché, et s'il n'apporte rien de plus que ses précédents métrages nous avaient déjà prouvé, il démontre avec ce film une passion et un savoir-faire dans le genre, démontrant qu'il maîtrise et comprend les codes de ce cinéma pour lui donner une patine et une forme sortant de l'ordinaire pour notre plus grand plaisir, même si c'est grossier et cliché. Et puis sa présence devant la caméra, accompagnée de l'excellent Ramzy Benyat, toujours aussi drôle, et d'Anouar Toubali, toujours aussi excellent et efficace, apporte beaucoup à l'ensemble du métrage et au décalage de la comédie et de l'action. Une bonne comédie, facile, cliché, mais au bout du compte, très divertissante.
Franchement, quand j'ai appris que ce film sortait directement en vidéo chez nous, je dois avouer avoir été un petit peu déçu. Je ne vais pas non plus vous dire qu'il s'agit d'un grand film, mais le premier long métrage offert par Steven Soderbergh était un joli moment de cinéma, une véritable et énième prouesse technique et graphique de la part de l'auteur, et son retour à la réalisation de ce qu'il allait être la conclusion donnait assez envie. Bon, soyons sincères, on n'est pas sur un grand film, on est sur un long métrage assez mineur, que ce soit dans la forme ou dans le fond, mais cela fonctionne assez bien pour une conclusion, amenant le personnage dans une direction plutôt bien amenée par rapport à la condition économique des États-Unis, et en ce sens, Soderbergh prouve une énième fois que bien au-delà de son esthétique, qui ressort ici, une nouvelle fois très bien, c'est aussi un auteur qui comprend comment mettre en relief le politique au sein de l'humain. Et puis, si Channing Tatum prouve encore et toujours qu'il tient très bien le rôle de Mike, Salma Hayek donne une bonne énergie au personnage qui l'accompagne pour un duo qui a une vraie alchimie à l'écran. Sympathique est un mot qui définit clairement bien cette conclusion. S'inspirer d'un classique, qu'il soit de la littérature, du théâtre ou de l'opéra, est une bonne base de travail. Attention, j'ai bien dit une bonne base de départ, pas une finalité. Car malheureusement par le passé, on a pu voir de nombreux auteurs prendre exemple sur des grands classiques de la littérature, du théâtre ou de l'opéra pour donner lieu à des projets allant de la bonne idée au désastre le plus total et créatif. Et Benjamin Millepied, plus connu pour être un danseur étoile et le mari de Nathalie Portman, nous offre une première réalisation sonnant comme une jolie promesse, mais qui tourne un peu en rond pour ce qu'elle a à nous offrir, nous offrant visuellement un film extrêmement beau et assez envoûtant par un parti pris dramatique assez hypnotisant, mais également comme un récit beaucoup trop frêle pour ce qu'il a à nous raconter et un peu trop cliché pour ce qu'il est, avec ses protagonistes et sa narration convenue dans son genre. Reste que les performances de Melissa Barrera et Paul Mescal réussissent à porter l'ensemble du métrage du début à la fin par des prestations assez évocatrices et fortes pour donner de la profondeur à ces deux personnages. Un film bon, mais clairement pas à la hauteur de sa promesse. L'intimité d'un récit peut être un véritable atout pour un auteur. Surtout lorsqu'il décide de s'ouvrir à nous spectateurs, de nous emporter dans un moment de cinéma où il ne parle pas simplement d'un sujet, mais où il cherche à ouvrir un sujet vers nous, à nous offrir un moment de 7e art qui soit tout autant crédible et donc évocateur, mais aussi intense dans sa logique cinématographique. Carlos Sainz décide de nous parler de son enfance, de son regard sur le Liban, un pays souvent au centre de l'actualité, mais dont la politique intérieure nous échappe souvent. Pour un moment de cinéma assez convenu et facile, qui ne brillera pas par la créativité d'un récit se réinventant et sortant de l'ordinaire, mais nous emportant par la simplicité de son histoire, par la logique de ses personnages, par la finesse de composition de son héroïne, et par le regard d'auteur sincère qui se dégage de ce tout. Et puis surtout, il faut reconnaître que ce film brille, parce qu'il y a tout simplement le regard magnifique de son actrice centrale, la belle Marilyn Nahaman, lumineuse et absolument parfaite du début à la fin d'un moment de cinéma où elle sonne comme la vraie lumière. Un joli film, certes simple, assez classique, mais au bout du compte, très touchant. Action plus action égale très souvent action, mais pas forcément avec l'intelligence qui va avec. Et il faut bien avouer qu'en pleine fin de confinement, le premier volet de cette saga initié par l'un des frères Russo et le cascadeur Sam Hargrave avait su s'imposer comme un carton de la plateforme. Et surtout, un bon actionneur se vouant à être un héritier de John Wick, mais avec encore moins de neurones que son aîné. Le résultat de ce deuxième volet, toujours initié par la même équipe, est la version encore plus bête que son frangin, mais avec assez d'efficacité encore une fois pour sonner comme un bon divertissement, sans plus de vocation que d'être un immense défouloir de 2 heures dont l'objectif le plus simple reste de faire grimper le niveau d'adrénaline du spectateur, et de ce côté-là, le cascadeur arrive à donner lieu à un bon film sans rien de plus que ce qui est annoncé. Et puis Chris Hemsworth se donne encore une fois à fond pour le rôle, donnant lieu à une jolie performance, surtout physique et pas très dramatique, mais fait le taf dans ce genre de projet toujours limité en termes d'émotion malheureusement. C'est lambda, c'est extrêmement convenu, mais sur l'instant, on ne boude pas son plaisir. Jouer avec les vieux au cinéma est un jeu que je trouve extrêmement dangereux. Cela peut parfois donner lieu à des moments surprenants, à des œuvres étonnantes même par certains aspects, mais on peut aussi tomber assez rapidement dans une grossièreté, une facilité cinématographique et dramatique, donnant lieu à quelque chose d'assez désolant, voire même de carrément mauvais. Robin Sykes, qui s'en était
pas trop mal sorti avec son précédent film, nous offre ici un long métrage excessif dans ses effets, abusif dans son émotion sirupeuse et larmoyante jamais subtilement ou efficacement dosée, le tout dans une comédie longue pour ce qu'elle est, redondante pour ce qu'elle raconte dans sa finalité, et qui n'arrive même pas à correctement faire progresser son héros central, caricatural et paumé au possible, sans la moindre logique. Et après, même s'il s'en sort pas trop mal, Thierry Lhermitte fait un peu mou face à un Patrick Timsit totalement en roue libre et insupportable au possible pour un moment de cinéma que les deux acteurs ne parviennent jamais à pleinement et justement porter sur leurs épaules très faibles. C'est mauvais et ça paraît long, alors qu'en fait ça dure 80 minutes. Cela faisait longtemps que dans le genre, on n'avait pas vu ce type de film sortir dans les salles. Un film qui ressemble beaucoup à ce que l'on pouvait voir au début des années 2000, le genre de film américain jouant sur un concept pouvant sonner comme assez accrocheur, et jouant avec une certaine idée du cinéma de comédie à l'américaine un peu salace pour construire une comédie basée uniquement sur le cul et les ambiguïtés. Gene Stupnitsky, après s'être attaqué aux enfants, s'attaque à ce qui peut sonner sur le papier comme un film de chaudasse, entre grosses guillemets bien sûr, pour un moment de cinéma amusant par son concept, mais rapidement usant par la forme très classique de l'écriture, qui ne se détache jamais d'une base beaucoup trop convenue dans son genre pour réussir à être à la hauteur de ce potentiel pitch un peu subversif, mais qui finalement ne l'est pas longtemps et surtout pour pas grand chose. Après, Jennifer Lawrence use assez bien de son image pour donner un peu de caractère à ce moment de cinéma, mais jamais assez de générosité ou de puissance cinématographique pour faire ressortir le film du lot, sonnant comme trop classique pour décoller. Il y a de l'idée, mais jamais assez pour surprendre. Jouer avec une figure oubliée de l'histoire est une chose que je trouve particulièrement ardue. Complexe car il faut la plupart du temps littéralement partir de zéro pour attacher le spectateur à une compréhension totale de l'esprit du personnage que l'on souhaite suivre et ainsi parfaitement mettre en relief la place importante qu'il a eue, même si malheureusement aujourd'hui l'histoire ne lui a pas rendu faveur. Peter Vaclav nous offre un portrait particulièrement touchant et assez justement construit autour de la figure de Joseph Mysliveček, plus connu sous le pseudonyme du Bohème, pour un moment de cinéma qui attache par la justesse de composition de ce héros, par le jeu autour de son parcours de vie et de son relationnel complexe avec les femmes qui l'ont constamment porté de ses débuts jusqu'à sa fin, le tout dans une œuvre de cinéma aussi dense que finalement esthétique, dans son jeu avec les décors et le cadre historique de l'œuvre, pour un ensemble un poil long, mais tout de même fascinant. Qui plus est, par le biais de la performance éblouissante de Wojciech Dick, juste parfait dans le rôle titre d'un métrage qu'il porte totalement et magnifiquement sur ses épaules du début à la fin du parcours d'un homme hors norme et oublié à mauvais titre. Un film entraînant, très intense, aussi juste dans son émotion et particulièrement graphique et esthétique. Décidément, l'année 2023 a décidé que la salle de cinéma ne serait pas autorisée à certains auteurs qui ont tout de même une grosse renommée. Et l'un des premiers à en souffrir cette année est clairement le cinéaste anglais Guy Ritchie, qui cumule un deuxième long métrage à ne pas avoir le droit à une sortie en salle cette année chez nous, la faute à un contrat signé entre MGM et Prime Video, délaissant ainsi ses deux derniers films sur la plateforme. Cette nouvelle réalisation surprend par le choix à nouveau tranché de l'auteur de partir dans une direction très sérieuse et intense pour un moment de cinéma qui marche, qui sonne par moments comme un peu grossier dans ses traits, notamment émotionnels, mais qui prend aux tripes par la justesse de composition d'un héros central hyper fort, accompagné d'un personnage d'acolyte très juste et très attachant, créant ainsi un duo de cinéma qui marche à la perfection et qui passionne du début à la fin de cette aventure sans la moindre pause ou retenue dramatique. Et puis si Jake Gyllenhaal prouve une nouvelle fois qu'il est fort, c'est surtout Dar Salim qui éblouit par son interprétation fantastique de Hamed et qui lui permet totalement de briller du début à la fin du métrage. Un film qui passionne, qui emporte par sa justesse de composition et qui rappelle à quel point c'est triste que Guy Ritchie n'ait pas encore retrouvé le chemin des salles de cinéma chez nous. Bon, c'était pas trop garni ce mois-ci, je trouve, par rapport à d'autres. Il y avait quand même pas mal de films, bon, vous vous en doutez, j'en ai loupé quand même quelques-uns. On aura pas mal, je pense, de longs métrages à rattraper durant le mois de juillet. Au vu de tout ce qu'il y a l'air d'avoir, c'est clair et net et je n'en doute pas. Mais d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis comme à chaque fois à la fin de ces vidéos. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.